Bonjour, je voudrais vous présenter Dr. Salim Rached. Il est professeur à l'Université Montréal et professeur adjoint au Centre des maladies tropicales de l'Université McGill. Il travaille également au Bénin et a écrit un manuel sur les maladies tropicales. Okay, you can start when you're ready. Ok, merci Amanda. Alors bonjour en Haïti et on va commencer donc aujourd'hui ça va être une petite présentation sur les filarioses qui sont quand même une entité assez importante en Haïti. Donc je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Donc, les filarioses, c'est des vers ronds, donc c'est des nématodes ronds, mais tissulaires, qui, et en général, elles sont transmises par un vecteur. Et il y a en général la filaire adulte et il y a les microfilaires, comme on va le voir. Donc, c'est en général une maladie qui touche l'humain, avec le réservoir est humain, sauf pour Brugia, qui est une autre des filaires qui cause la filariose lymphatique du côté de l'Asie. Alors, en général, les trois filaires qui intéressent l'homme sont les filarioses lymphatiques, donc Bancrofti, Malayi et Timori. Il y a l'onchocercose, donc Onchocerca volvulus, qui cause l'onchocercose, donc la cécité des rivières. Et il y a l'Oa Loa, qui est beaucoup plus africaine et qui aussi contribue à la morbidité. En général, ce qu'on appelle les filaires mineurs, donc les Manzonelloses, comme Streptocerca persistens et Ozardi, elles, en général, sont pas trop symptomatiques. Puis, il y a aussi des filarioses animales que l'homme peut attraper. Donc, c'est les dirophilariases, comme le Dirofilaria immitis, qui vient du chien et qui cause des lésions au niveau du poumon. C'est ce qu'on appelle heartworm, dog heartworm, donc la filaire vit dans le cœur. Il y a Dirofilaria repens, qui est une filaire du chien et du chat qui donne des nodules sous-cutanés et des localisations oculaires. Et plus rarement, il y a Dirophilaptimus, qui est une filaire du raton et qui peut infecter l'homme avec des petits nodules sous-cutanés. Donc, alors, en général, les insectes qui ont les microfilaires au stade L3 vont pénétrer par la piqûre, grâce à la piqûre de l'insecte, et ils vont aller se loger à leur lieu de maturation, qui est différent pour chacune des filaires. Après ça, ils vont vieillir et il va y avoir accouplement et ensuite production de microfilaires qui vont permettre au ver d'être transmis d'une personne à personne et de perpétuer son existence. Alors, en général, donc, dans les filarioses, on a la filaire adulte. Par exemple, ici, on a l'exemple d'un nodule onchocercien qui est dans la peau. Et aussi, on a les filaires adultes de la Loa Loa qui voyagent sous la conjonctive. Et ces filaires adultes produisent donc des microfilaires. Alors, dans la filariose lymphatique, elles sont causées à 90% par Bancrofti et un petit peu par Malayi et Timori, donc en Asie. Et c'est un ver qui est assez intéressant parce qu'il est rond, il est assez long, 8 à 10 cm, mais l'épaisseur du ver est d'un tiers de millimètre, donc il est très 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 mince. Et on peut imaginer qu'il peut rompre et mourir de temps en temps.
Donc, le ver va vivre, lui, dans le réseau lymphatique, le ver adulte, dans le réseau lymphatique et les ganglions, et il peut vivre là de nombreuses années. Les microfilaires, elles vont passer du système lymphatique au système veineux par le canal thoracique, et elles peuvent vivre plusieurs mois. Alors, la transmission, donc, c'est les piqûres de moustiques. En général, ce sont des moustiques qui piquent le soir et la nuit. Donc, il y a Anophèle, il y a Culex, et ça, c'est des choses avec lesquelles vous êtes familiers. Et donc, on ici le cycle. Donc, comme j'ai dit, le moustique pique, prend les microfilaires de stade larvaire L1, qui vont maturer dans l'insecte à L3, qui vont être injectés à un individu, et puis les larves L3 vont maturer en mâles et femelles, et puis ils vont se loger dans les ganglions lymphatiques et produire des microfilaires qui vont être piqués ensuite à leur tour par des moustiques qui vont les avaler et puis les maturer et les transmettre à un autre individu pour perpétuer le cycle. Donc, c'est quand même une maladie importante qui est associée avec une importante détresse, parce que, comme on va le voir avec les images, l'éléphantiasis est assez incapacitant. Donc, les zones de prédilection de la distribution, ça va être l'Asie, comme on peut le voir sur la carte, en plus foncé, mais Haïti est quand même un des foyers importants en Amérique, et on va voir un peu sa distribution tout à l'heure. Donc, en Haïti, dans les années 1750, la maladie s'appelait pied-botte, et je pense que c'est un nom qui demeure. Et puis, tranquillement, on a commencé à reconnaître son importance. Alors ici, on a une carte de distribution qui date de 2001, qui montre les communes qui sont avec antigènes circulant dans la peau. Donc on voit quand même que la distribution est assez importante dans tout le territoire haïtien, mais c'est sûr qu'il y a des endroits qui sont plus intensément infectés que d'autres. Alors comme on va le voir sur sa carte, sur cette distribution, il y a 2001 toujours, donc 2365 enfants qui ont été testés, et on voit les zones plus foncées, où est-ce qu'il y a de 10 à 45% des enfants qui pouvaient avoir un antigène circulant. Voilà. Donc, aussi, on sait que, évidemment, la prévalence va varier selon l'altitude, et plus l'altitude augmente, plus la prévalence va diminuer. Par exemple, elle est de 30% à une altitude qui est proche du niveau de la mer, tandis que quand l'altitude dépasse 400 mètres, là, elle tombe à 2,1%. Alors, le moustique pique la nuit. Le parasite s'est adapté. Je ne sais pas qui s'est adapté à l'autre, mais c'est probablement le parasite. Donc, ce que ça implique, c'est que les microfilaires vont en circulation périphérique, donc ils sont accessibles à notre prélèvement ou à la piqûre du moustique pour la transmission dans la nuit. Alors, anciennement, pour pouvoir faire le diagnostic, on devait faire déplacer les patients la nuit pour faire le prélèvement sanguin pour mettre en évidence les microfilaires dans le sang. Donc, c'est le reflet de cette intelligence des parasites qui dépasse celle des petites bactéries. Donc, on a vu le cycle, c'est pas compliqué, c'est transmis par les piqûres de moustiques. Et maintenant, il y a les manifestations cliniques. Comme beaucoup de parasites, une grande proportion des individus sont asymptomatiques. Toutefois, les personnes qui ont l'infection asymptomatique, il y a quand même des manifestations subcliniques qu'on ne voit pas cliniquement, mais qu'on peut voir à l'échographie, donc des dilatations du réseau lymphatique des membres inférieurs. Les enfants peuvent être infectés jusqu'à 30%,
Et c'est les adultes chez qui on va avoir les manifestations de la maladie. Alors, la femme, ça va être du lymphédème des membres inférieurs, tandis que les hommes, ils vont avoir plus une atteinte du scrotum, donc avec un hydrocèle du scrotum, je pense que vous l'appelez maclouclou en Haïti. Et ils ont aussi, évidemment, du lymphédème des membres inférieurs, mais dans une moindre mesure que l'atteinte scrotale. Donc, l'incubation, on a de la misère à la définir, mais elle est assez longue, variant de quelques mois à quelques années. Mais elle est plus courte chez quelqu'un qui a été introduit en zone endémique et qui attrape la maladie, comme par exemple un étranger ou quelqu'un de la diaspora haïtienne qui revient en Haïti pour des visites et qui attrape la maladie. Donc, dans les manifestations, il y a la fièvre filarienne, donc isolée. Donc, ce sont les individus qui vont présenter des épisodes de fièvre qui vont durer quelques jours, parfois associés à des céphalées, vomissements, congestion nasale. Donc, ça peut ressembler vraiment à un IVRS, et ça survient à la mort du ver adulte. Donc, il n'y a pas de lésion visible. Tout ce qu'on a, c'est de la fièvre, et elle est associée à une éosinophilie. Donc, on a une petite fièvre avec éosinophilie qui va durer quelques jours, qui n'est pas trop sévère, mais qui peut être une manifestation isolée de la filariose lymphatique. Et les manifestations plus classiques, donc on va avoir des manifestations aiguës et à la longue, il va y avoir les manifestations chroniques. Alors, la lymphangite, et puis ça devient de plus en plus clair dans la littérature et en clinique, qu'il y a deux formes de lymphadénite ou lymphangite. Il y a ce qu'on appelle la lymphangite filarienne aiguë ou l'adénolymphangite filarienne aiguë, et qui est causée par la mort du ver adulte, et il y a l'autre qui est secondaire à une surinfection bactérienne qui va donner une dermatolymphangitadénite aiguë. Alors, je vais vous montrer un peu. Donc ici, on a le tableau. Donc, en général, ce qui arrive, c'est que les premiers épisodes, ça va être des épisodes de lymphangite filarienne aiguë. Donc, la filaire adulte vit dans les vaisseaux lymphatiques. Elle cause un dommage et puis une dysfonction. Et avec la mort en particulier, elle va causer une inflammation aiguë. Et ça va se manifester par quelque chose de circonscrit. Donc, on va avoir un ganglion qui va devenir inflammatoire, et on peut avoir une traînée, un cordon inflammatoire qui est plus bas, qui va progresser distalement. Ça veut dire qu'il va partir du ganglion et aller vers l'extrémité du membre, qui va être aussi rouge et induré. Et donc, l'aspect, ça va être celui d'une petite adénite avec un cordon inflammatoire qui n'est pas sévère et qui va guérir spontanément en une semaine, parfois suivi d'une desquamation. Donc, ça, c'est à proprement parler une manifestation filarienne. Mais à force d'avoir des vers, des filaires qui meurent dans notre système lymphatique des ganglions, il se crée une dysfonction du drainage lymphatique et des changements trophiques, cutanés, qui vont prédisposer à la surinfection bactérienne. Et c'est à ce moment-là qu'on va développer la dermatolymphangitadénite aiguë, il y a une porte d'entrée cutanée à cause des changements de la peau induits par la lymphangite filarienne, et comme le drainage lymphatique ne fonctionne pas bien, il va y avoir une infection bactérienne, donc une espèce de cellulite cutanée
et du réseau lymphangitique. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir quelque chose comme un ganglion puis un petit cordon, mais là, on va avoir une lymphangite diffuse inflammatoire. Donc, c'est tout le membre qui est gonflé et rouge et avec des signes d'infection plus sévères, avec fièvre, toxémie, et et qui vont récurer. Donc, ça va être des épisodes qui vont avoir tendance à se répéter, et la fièvre est prolongée, elle va nécessiter une antibiothérapie, et le dommage va être beaucoup plus sévère du réseau lymphatique, et c'est finalement ces infections à répétition qui vont déclencher et provoquer l'installation de l'éléphantiasis qu'on connaît. Alors, donc là, je vais prendre l'acronyme, donc la dermatolymphangite aiguë, et elle est plus fréquente que la filariose, que la lymphangite filarienne, et il va y avoir en plus à l'intérieur de la filaire adulte une bactérie, je vais revenir dessus sur le traitement qu'on appelle Wolbachia, qui elle aussi a été incriminée dans la pathologie à cause de sa toxicité propre sur les tissus. Et les zones de prédilection de l'atteinte, comme on va le voir tout à l'heure, c'est beaucoup dans le scrotum et dans les membres inférieurs pour la femme. Donc, au niveau du scrotum, pourquoi le scrotum est plus atteint? C'est que le réseau lymphatique du scrotum n'est pas si développé que ça. Alors, s'il y a quelque chose qui obstrue et qui rend dysfonctionnel ce réseau qui est peu élaboré, alors on a rapidement l'installation d'un lymphédème avec un hydrocèle important, et il va y avoir une inflammation du contenu scrotal qui peut être au niveau du testicule, au niveau de l'épididyme ou au niveau du cordon spermatique. Donc, au niveau du cordon spermatique, l'inflammation va même pouvoir ressembler à une torsion du testicule, ou alors ça va donner une image de douleur qui peut ressembler à une lithiase avec une douleur irradiant au niveau du testicule, comme on a avec les pierres qui sont localisées à la jonction de l'urétère et la vessie. Et à l'examen, on a le cordon spermatique qui est enflé, dur et douloureux. L'orchite va ressembler à une orchite infectieuse, donc avec de l'inflammation, de la douleur, un scrotum chaud, rouge et douloureux, avec aussi de la fièvre. Donc, ça, c'est les manifestations au niveau du scrotum. On a parfois des adénites, donc le ganglion où réside le ver adulte meurt et il provoque une réaction inflammatoire. Donc on peut avoir une adénite, mais si la réaction inflammatoire est très sévère, ça peut aller jusqu'à un abcès qui va suppurer et qui va donner des cicatrices assez caractéristiques. On le voit en général au niveau inguinal, ça peut être sur les membres, comme on le voit sur cette image, et ça peut être au niveau aussi d'autres régions comme les aisselles, le sein chez la femme, sous-mandibulaire, beaucoup plus rarement. Alors, donc on a les adénites, et ensuite on a notre fameuse atteinte des membres inférieurs, et ici on voit une dame qui a la jambe toute enflée, donc clairement c'est la forme de dermatolymphangite aiguë
avec une surinfection bactérienne, on voit que l'atteinte est beaucoup plus diffuse. Je n'ai pas d'image de la lymphadénite filarienne proprement parlée, mais elle est beaucoup plus circonscrite. Donc tout ce qu'on a, c'est un ganglion avec un petit cordon en dessous. Ici, on a un cas d'abcès sous-mandibulaire et là, à la ponction, évidemment, pour faire la preuve que c'était un abcès filarien, on a vu donc une petite microfilaire qui a été obtenue à la suite de la ponction. Donc, encore une fois, une lymphadénite dermatolymphangénite aiguë avec une inflammation diffuse et donc ce sont les manifestations aiguës. Donc, on a vu donc la fièvre, on a aussi l'atteinte au niveau des membres avec les lymphadénites aiguës. Maintenant, si le phénomène se répète, vient à répétition, on va avoir l'installation de l'hydrocèle. Donc la membrane qui enveloppe le testicule, la tunica vaginalis va produire du liquide qui va s'accumuler et qui va devenir de plus en plus important, puis il va y avoir des changements au niveau de la peau. Donc vous avez ici sur l'image des exemples d'hydrocèle importants. L'hydrocèle peut toucher le scrotum, il peut toucher aussi le pénis, il peut y avoir des éléphantiasis du pénis lui-même, ou tout simplement le pénis, il est enfoui dans le scrotum. Alors, on a ici donc encore des abcès de filariens, comme on l'a vu. Bon, ici, on a parfois l'installation de cordons fibreux qui correspondent à la sclérose du trajet lymphatique. La chylurie, c'est une manifestation qui n'est pas très, très fréquente, mais quand même, ça peut survenir dans jusqu'à 8 à 10% des cas de filariose lymphatique. Et ce qui arrive, c'est que les vaisseaux lymphatiques au niveau pelvien et périrénaux sont dilatés et il se crée une anastomose entre ce réseau lymphatique et le bassinet ou le système collecteur du rein, et l'achille se déverse dans l'urine, et l'achille est un peu comme laiteuse, donc on va avoir l'émission d'une urine qui est blanche. Là, donc on a ici une image, puis là on voit sur ce dessin les vaisseaux lymphatiques qui sont dilatés, qui communiquent avec le bassinet, qui peuvent communiquer ailleurs, mais les endroits les plus fréquents, c'est au niveau du bassin. Les autres manifestations, c'est que, évidemment, à force de perdre des protéines et des immunoglobulines, ça peut nous rendre plus susceptibles aux infections, à une dénutrition. Il peut y avoir aussi des coliques néphritiques, parce que des fois, il y a des caillots qui vont causer une douleur importante au niveau rénal, un peu comme une colique néphritique. Et il peut y avoir aussi un peu d'hématurie par la rupture de ces vaisseaux dilatés et qui vont donner à ce moment-là une urine plutôt rosée. Il y a une atteinte aussi glomérulaire associée à l'infection filarienne, qui vont avoir une protéinurie et hématurie qui est indépendante de la chylurie. Alors, comme on le voit avec le temps, il va y avoir donc la sclérose un peu du système lymphatique. Donc on voit ici tous les ganglions qui sont calcifiés et on voit des petites traînées linéaires qui correspondent aux vaisseaux lymphatiques. C'est sûr que c'est des
c'est un système lymphatique qui ne fonctionne pas. Alors, installation de la fibrose et de l'éléphantiasis, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, chez l'homme, ça va être le scrotum et les membres inférieurs. Pour la femme, ça va être surtout les membres inférieurs et de temps en temps, on va en avoir au niveau de la vulve chez la femme. Donc, ici, on a des images d'éléphantiasis. Donc, il y en a sur le coude, le membre supérieur, mais évidemment, la localisation la plus fréquente, c'est les membres inférieurs. Alors, vous voyez comment ça peut être important et incapacitant. Et parfois, les hydrocèles du scrotum sont tellement énormes que le patient ne peut plus marcher. Ici, on a un hydrocèle qui n'est pas encore trop important. Donc, une autre image de l'éléphantiasis. Donc, à Léogane, il y a eu à un moment donné des études qui ont montré quand même que 30% des adultes avaient un hydrocèle et 5% des femmes avaient un lymphédème. Donc, sur cette image, donc c'est Brugia. Donc, la particularité de Brugia, qui n'est pas le cas de Bancrofti, c'est que le lymphédème ne dépasse pas le genou. Donc, il est plutôt distal. Donc, on n'a pas d'atteinte au niveau scrotal chez l'homme et la cuisse n'est pas atteinte. Mais ça, c'est le cas de Brugia, mais pas de Bancrofti. Ici, on a un monsieur qui a été opéré de son éléphantiasis et qui a été bien soulagé, comme on voit son sourire qui nous le dit. Alors, les personnes qui sont nouvellement exposées, comme on a dit, elles vont développer une forme plus agressive de la maladie, donc les lymphadénites vont être plus sévères et la progression vers l'éléphantiasis plus rapide. Ils vont aussi avoir de la fièvre, des symptômes aussi comme de l'asthme et de l'urticaire. Et puis, il y a une forte réaction éosinophilique et on n'aura pas toujours de la facilité à voir les microfilaires à cause de cette importante réaction éosinophilique. Mais c'est quand même, on verra pas ça trop souvent parce que le vecteur et la transmission vectorielle est peu efficace. Il faut plusieurs contacts avec des moustiques infectés pour qu'il puisse y avoir une transmission. Donc, c'est quelque chose qui est quand même pas très fréquent. Alors, chez l'enfant, la présentation va être beaucoup plus en Haïti par la présence de lymphadénopathie inguinale, donc non expliquée. C'est des enfants qui vont avoir des gros ganglions inguinaux, on ne sait pas trop pourquoi, et à l'échographie, si on le fait, on pourra voir la dilatation des vaisseaux lymphatiques et de temps en temps tomber sur une filaire avec le signe de la danse qu'on va voir à l'échographie qui est caractéristique. Et ils vont avoir à ce moment-là une histoire de douleur et de petits épisodes inflammatoires au niveau des ganglions inguinaux récurrents sur plusieurs mois. Donc, les enfants vont être rarement symptomatiques avant l'âge de 10 ans avec hydrocèle ou lymphédème, mais par la suite, ça va commencer. Et puis, donc, ils ne sont pas épargnés, mais c'est moins visible que chez l'adulte. L'autre entité qu'on peut avoir avec la filariose lymphatique, c'est le syndrome d'éosinophilie pulmonaire tropicale. Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, les microfilaires dans le sang, le jour, on ne peut pas les trouver. Donc, si on fait la recherche de microfilaires dans le sang, pendant la journée, ils seront absents. Pourquoi? Parce qu'ils se cachent pendant le jour et ils se cachent dans le réseau de la circulation pulmonaire. Et le poumon réagit un peu comme l'organe qui va les enlever, qui va les enlever du corps comme c'est lui qui va les nettoyer. Donc il va y avoir au niveau du poumon, en général, ce rôle
de nettoyage des microfilaires, donc il va y avoir des petites microfilaires mortes, etc., et un peu d'inflammation. Mais certains individus vont avoir une forte réaction inflammatoire, donc ils vont avoir une hyperréactivité du système immunitaire contre toutes ces petites microfilaires qui sont dans la circulation pulmonaire, et ça va provoquer de l'inflammation au niveau du poumon. Et après l'inflammation, il peut s'installer une fibrose pulmonaire, et à ce moment-là, on peut avoir l'installation d'une insuffisance cardiaque droite à cause d'une hypertension pulmonaire. Donc l'image va être celle d'images nodulo-interstitielles diffuses, un peu comme une tuberculose miliaire. Et la clinique, ça va être de la toux, un syndrome comme de l'asthme récurrent, un peu de fièvre, et à la longue, il va y avoir la dyspnée qui va s'installer et les signes d'insuffisance cardiaque. Bon, ça c'est les différences entre Bancrofti, Malei et Timori. Je les ai mentionnés un petit peu pendant la présentation, mais ce qui est important à retenir évidemment que c'est Bancrofti qui est la filaire qui est impliquée en Haïti, et les autres ressemblent à Bancrofti, donc on n'a pas besoin vraiment d'insister là-dessus. Il peut y avoir des manifestations plus rares avec la filariose lymphatique. Donc, de temps en temps, l'obstruction lymphatique va se produire au niveau du péritoine. Il peut y avoir la production d'un acide, il peut y avoir un épanchement pleural, il peut y avoir une péricardite, il peut y avoir une métrorrhée chileuse. Donc, si la dilatation du réseau lymphatique va au niveau de l'endomètre, il peut y avoir à ce moment-là de la chyle qui passe au niveau des règles. Il peut y avoir au niveau du sein un nodule, un abcès, une lymphangite ou carrément l'éléphantiasis du sein. De temps en temps, il peut y avoir une gangrène du scrotum, une salpingite, et beaucoup plus rarement, et ça c'est un peu plus difficile à diagnostiquer, il peut y avoir une lymphangite rétropéritonéale qui va se présenter comme un tableau d'abdomen aigu avec fièvre. Alors, comment on va faire le diagnostic? Le diagnostic, c'est de voir les microfilaires. Donc, on peut les voir dans le sang, comme on avait dit, avec les prélèvements qui sont faits la nuit, donc à partir de 23 heures. Ou on peut le voir aussi au niveau de l'hydrocèle, mais c'est quelque chose qu'on déconseille de faire, ou dans les runes chileuses. Ce qui va nous aider beaucoup plus maintenant, c'est la sérologie, mais qui ne va pas distinguer une infection ancienne d'une infection aiguë. Et le test diagnostique le plus aidant, ça va être la capture d'antigènes, donc qui est un test rapide qui permet, il y a des anticorps monoclonaux sur une bandelette, et s'il y a l'antigène qui circule dans le sang du patient, on va avoir une réaction positive. Donc la capture d'antigènes, en général, elle vise les antigènes de la filaire adulte et non des microfilaires. Par contre, la sensibilité de la capture d'antigènes va diminuer en absence c'est-à-dire avec un cas qui n'a pas de microfilaire ou qui a une microfilarémie très très basse, le test peut être faussement négatif. Alors, il peut y avoir de l'éosinophilie. Certains individus vont avoir beaucoup d'éosinophiles et peu de microfilaires. D'autres individus vont avoir plein de microfilaires et pas d'éosinophiles. Donc, c'est des individus qu'on dit immunotolérants, probablement qu'ils ont dû être exposés pendant la période néonatale par la maman. Et à ce moment-là, ils ne réagissent pas trop contre la présence des microfilaires. Et on va avoir un grand nombre de microfilaires en circulation et peu d'éosinophiles. Donc, quand on va avoir un tableau de lymphangite ou de lymphadénite récurrent avec l'édème ou un hydrocèle au niveau du scrotum,
là, il faut évidemment évoquer le diagnostic. Donc, on va rechercher les microfilaires au niveau du sang. On peut faire les sérologies, on peut faire la capture d'antigènes. Et c'est le test, normalement, il devrait être accessible en Haïti. Et on ne devrait pas faire des biopsies des ganglions lymphatiques parce que si on va chercher un morceau du ganglion, ça va exacerber l'obstruction. Donc, quand on fait la recherche dans le sang, en général, il faut concentrer faire des méthodes de concentration. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève environ 10 cc de sang qu'on filtre à travers une membrane qu'on appelle le filtre de Knott, qui va laisser passer les globules rouges et les globules blancs, mais qui va retenir les microfilaires qu'on pourra voir plus facilement dans le sang à partir d'un plus gros volume, donc qui va augmenter la sensibilité. Donc les tests qu'on a pour la recherche de l'antigène, il en existe deux. Donc il y a le excusez-moi, voilà, c'est ça, c'est le ICT filariasis test, donc c'est le immunochromatographic CAR test qui est fait par Binax Now, et il y a un format ELISA qui est un peu plus sensible, qui a des anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre l'antigène circulant OG4C3. Et comme on a dit tout à l'heure, la sensibilité de ces tests-là sont moins bonnes dans les cas où il y a absence ou peu de microfilaires, donc moins de 1 microfilaire par millilitre. Alors, c'est un test quand même qui est facile, qui donne un diagnostic rapide, qui n'a pas besoin de microscopie. Le test est lu en dedans de 15 minutes. Il est rarement faussement positif. Ça, c'est beaucoup plus, ça arrive en Afrique quand il y a une région avec la Loa-Loa, mais qui n'est pas le cas d'Haïti. Les gens qui ont une forte parasitémie avec les microfilaires de Loa-Loa peuvent avoir un test faussement positif pour la filariose lymphatique. L'échographie est utile et il faut avoir des échographies avec des sondes performantes de 7,5 à 10 MHz et on peut voir le mouvement des microfilaires au niveau des ganglions et qu'on appelle le dancing sign et qui va nous indiquer qu'il y a la présence d'infection. Donc c'est un outil diagnostique supplémentaire. Alors à l'image, on va voir donc dans la microfilaire pour la distinguer des autres microfilaires. Donc il y a la disposition des noyaux, donc la distribution des noyaux à l'intérieur de la microfilaire, la présence d'une gaine et il y a des critères morphologiques au niveau de la queue aussi qui va me permettre de dire bon ça c'est Urshela bancrofti ou c'est Mansonella ozardi qui est l'autre microfilaire qui existe en Haïti dont je vais vous parler. Pour faire le diagnostic du syndrome d'éosinophilie pulmonaire tropicale, il faut avoir une forte éosinophilie, donc en général plus de 2500, des très hauts niveaux de IgE et très haut niveau d'anticorps filariens. Les tests de fonction pulmonaire, au début, il va y avoir un syndrome obstructif, mais à force d'installation de la fibrose pulmonaire, il va y avoir un tableau plutôt restrictif avec diminution de la capacité de la diffusion du CO. Et comme on avait vu avec la radio, c'est un aspect plutôt réticulo-nodulaire. En général, on ne voit pas les microfilaires dans le sang parce que la réaction est très forte avec une forte éosinophilie. Par contre, si on fait des biopsies pulmonaires, on peut voir de temps en temps les microfilaires à la biopsie. Alors, donc ça c'est pour le diagnostic différentiel. Donc, en général, la lymphangite filarienne, comme on a dit, elle va
elle va être rétrograde, ça veut dire qu'elle va partir du ganglion et elle va aller vers l'extrémité, tandis que la lymphangite bactérienne, elle est antérograde, donc elle va partir de la porte d'entrée, donc de la lésion cutanée, et elle va aller de façon proximale. Il y a la podoconiose, donc les gens qui marchent nu-pieds avec des sols qui sont riches en silice ou en alunite peuvent, ces petits particules, ces petits cristaux de silice et d'alunite peuvent pénétrer la peau quand on marche nu-pieds, et puis ils vont scléroser les vaisseaux lymphatiques et causer un éléphantiasis non filarien. Et évidemment, quand on a l'atteinte scrotale, il faut distinguer ça des maladies transmises sexuellement, comme le chlamydia et autres infections, autres ITSS. Alors pour le traitement, en général, le traitement repose sur la diéthylcarbamazine qui va tuer la filaire adulte. Et plus récemment, je vais vous dire, bon, la bactérie qui vit à l'intérieur de la filaire, qu'on appelle Wolbachia, qui est un endosymbionte, c'est-à-dire que la filaire a besoin de cette bactérie pour sa survie. Alors, il y a des gens qui se sont dit, ah, c'est intéressant, puisqu'il y a une bactérie qui est essentielle à sa survie. Si on tue la bactérie, ben peut-être qu'on va se débarrasser de la filaire adulte. Et effectivement, des traitements qui varient de 4 à 8 semaines d'oxycycline ont pu faire éliminer donc les filaires adultes. Donc on a un bon traitement aux antibiotiques qui peut nous aider à se débarrasser de la filaire adulte. Maintenant, les patients qui ont l'éléphantiasis qui commence, donc eux, il faut vraiment faire très attention. Il faut donc quand on a quelqu'un qui a un épisode de dermato-lymphangio-adénite aiguë, donc en général, on va traiter l'inflammation, on va donner des antibiotiques, et puis des antipyrétiques, etc. Et une fois que tout ça sera calmé, on va à ce moment-là donner le traitement contre la filaire adulte. Donc on traite d'abord l'inflammation et l'infection bactérienne, et ensuite on va traiter la filaire adulte avec soit la diéthylcarbamazine, soit la doxycycline. Et il faut vraiment encourager les patients qui ont l'éléphantiasis à bien soigner leur peau, éviter qu'elle sèche, qu'elle se craque, qui va permettre la pénétration des bactéries. Et il y a même des gens qui, quand ils ont souvent des infections à répétition, on peut les mettre sous prophylaxie antibiotique pour éviter les surinfections, soit avec une pénicilline ou une céphalosporine. Alors, le traitement de masse maintenant, comme il se pratique même en Haïti, on donne une association de une dose de diéthylcarbamazine avec soit l'ivermectine ou l'albendazole, et ça provoque une diminution soutenue des microfilaires dans le sang. Évidemment, si on n'a pas de microfilaires dans le sang, il n'y aura pas de transmission. Donc c'est un traitement qui vise l'arrêt de la transmission. Et depuis qu'il est fait en Haïti, la prévalence a quand même diminué. Et c'est un traitement qui est quand même fait sur une large échelle, et vous voyez par exemple au point de vue global, il y a comme 2 milliards 732 millions de doses qui ont été administrées. Alors, je vais terminer avec la Manzonella ozardi qui existe en Haïti. Donc, elle est prévalente dans les Caraïbes. Donc, il y en a aussi en Amérique du Sud, au Brésil, un peu en Argentine, Colombie, Venezuela. Mais en Haïti, quand même, il y en a pas mal. On ne sait pas exactement où vit la filaire adulte. Dans Bancroftia, on sait qu'ils vivent dans le système lymphatique, mais dans le cas de Manzonella, on ne sait pas, mais on pense qu'ils vivent dans des nodules sous-cutanés ou dans les cavités péritoniales et pleurales.
Elle est transmise aussi par un insecte du genre Chilucoide ou Simulium. Et donc, ça, c'est la distribution en Amérique. Donc, c'est une filariose américaine, c'est la seule. Et ici, il y a eu une étude qui a été faite en Haïti qui montre que on le voit plus au nord, donc, et dans la région du sud-ouest. Donc, ils disent in the northern part, donc Port-de-Paix et Cap-Haïtien, et dans la partie sud-ouest, entre Jérémie et Petit Trou de Nip. Et il y a des petits foyers ailleurs, donc comme la Gonaïve, Cabaret, etc. Et puis, il y a une étude assez récente, en 2013, qui a été faite à Corail, donc dans le sud-ouest, qui a montré, ils ont prélevé 462 personnes, 76 avaient des microfilaires, pour une prévalence de 16%. Donc, si on voit des microfilaires dans le sang, ce n'est pas que Bancrofti, donc il peut y avoir la Manzanella aux Hardy. Le plus souvent, les gens sont asymptomatiques, mais il y a des cas qui ont été décrits avec de l'urticaire, de la fièvre, des lymphadénopathies inguinales, une atteinte articulaire, une dermite prurigineuse, des maux de tête, céphalées. Et au Brésil, comme elle est très prévalente dans des foyers circonscrits dans les autochtones de la forêt amazonienne, il y a eu une série de kératites qui ont été décrites. Ici, c'est un cas qui montre les lésions cutanées de cette filariose avec de l'hyperkératose, de la sécheresse de la peau, l'hypertrophie de la peau, un peu comme on peut voir avec l'onchocercose. Donc, cette filariose, en fait, se rapproche de l'onchocercose. Ça, c'est un autre cas avec une personne qui s'est présentée à la suite d'un voyage quelque part en Amérique du Sud, où il y avait un petit édème de la paupière supérieure gauche. À l'imagerie, au scan, on voit cette espèce de lésion supraorbitaire au niveau de l'œil gauche. Et quand on fait la résonance magnétique, on voit cette lésion au-dessus. Ce patient a été d'abord traité avec de la doxycycline en ne sachant pas exactement ce que c'était. Et après, ils ont finalement décidé de faire une biopsie. Et ils ont trouvé les microfilaires et un morceau de la filaire adulte au niveau microscopique avec une forte réaction éosinophilique. Il a reçu l'ivermectine et après il a bien évolué. Donc comme on voit l'image de contrôle post-traitement, et cliniquement l'édème de la paupière supérieure a bien diminué. Alors pour faire le diagnostic, donc on va retrouver les microfilaires dans le sang et ils sont quand même beaucoup plus petits que Bancrofti. Comme vous voyez, la taille de la microfilaire de Bancrofti, c'est de presque 300 micromètres, tandis que celle de Manzanella Ozardi arrive à 200. En général, il n'y a pas de gaine avec Ozardi, tandis qu'il y a une gaine pour Bancrofti. Et il faut juste faire attention, c'est que chez les gens qui sont immunosupprimés, la maladie a tendance à être plus invasive et à ce moment-là, on va retrouver la microfilaire dans plusieurs organes. Et le traitement, la DEC, contrairement à Bancrofti, ne fonctionne pas, ni l'albendazole. L'ivermectine marche très bien. Une dose unique va donner une réduction des microfilaires dans le sang de plusieurs années. Le traitement pour Wolbachia, on n'est pas sûr, mais certains cas vont répondre à la doxycycline parce qu'il y a la présence de la bactérie dans cette manzanellose. Mais par exemple, le cas de l'infection dans les tissus supraorbitaires,
il avait reçu 6 semaines de doxycycline, mais la maladie a continué à récidiver. Il est possible qu'il y ait des souches qui contiennent la bactérie endosymbiotique et d'autres souches qui ne le contiennent pas, comme on a vu ça avec d'autres Manzonellose, dont certaines répondent à la doxy et d'autres ne répondent pas. Voilà donc rapidement la présentation sur la filariose lymphatique. Si vous voulez me poser des questions, je vais être très heureux d'y répondre. Et je me demandais si vous aviez beaucoup de cas et si vous êtes confronté de temps en temps au syndrome d'éosinophilie tropicale. Voilà. Donc j'attends vos questions. Bonjour. Alors, oui, bonjour. merci Dr. Lachette pour la présentation. J'ai pu remarquer que c'est très difficile de faire le diagnostic de la filariose, car elle peut se présenter de différentes façons. La question c'est quel élément qu'on devrait avoir pour demander les tests de filariose chez un patient. Quel élément clinique qu'on devrait avoir pour demander systématiquement les tests pour le patient. J'ai malheureusement pas compris la question. Est-ce que vous avez le test, le ICP filariasis test, donc la capture d'antigène? Est-ce que c'est un test qui est disponible chez vous? Je ne pense pas. Le test qu'on demande parfois, c'est la recherche de filaire dans les urines, le sang au cours de la nuit. C'est ce qu'on demande. Je ne sais pas quelle technique on va laboratoire. Ok. Alors, la recherche sans la nuit, d'abord, c'est pas un mauvais test, mais la sensibilité n'est pas très bonne et elle va être améliorée si on arrive à concentrer l'échantillon de sang. Et pour concentrer l'échantillon de sang, il y a deux techniques essentiellement. Donc, c'est la filtration sur un filtre de Knott. Si vous les avez, ce n'est pas difficile. On prend le sang et on le passe avec une seringue à travers le filtre et puis après, on regarde le filtre au microscope. Je pense aussi que ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre le sang dans un tube, hémolyser le sang et centrifuger, et vous pouvez regarder le culot pour voir la présence de microfilaires. Mais normalement, la capture d'antigènes est très utilisée. Je ne sais pas qui l'utilise en Haïti, mais normalement, il est beaucoup plus sensible, il est vraiment très facile à faire, puis on n'a pas besoin de faire venir le patient la nuit, ce qui n'est pas toujours pratique pour faire le prélèvement. En tout cas, si vous voulez, je peux m'informer avec l'équipe de New York pour savoir qui a accès à ce test-là et comment faire pour l'obtenir, parce qu'il va vraiment beaucoup vous aider à faire le diagnostic. Alors, les autres éléments indirects pour le diagnostic, bon, c'est le tableau clinique. Le tableau clinique, quand on va voir un hydrocèle aigu, une orchite à répétition avec l'hypertrophie, là, le maclou-clou, ou des lymphadénites circonscrites ou sévères comme des lymphadénites avec la surinfection bactérienne. Clairement, il faut évoquer la maladie, surtout si c'est des épisodes qui sont à répétition. Et si on veut confirmer le diagnostic, on peut, si on a la chance d'avoir un bon appareil échographique,
voir les filaires au niveau des ganglions et au niveau du scrotum. Et c'est dommage, normalement, j'aurais dû vous montrer une image de ce qu'on appelle le dancing sign, mais je n'ai pas eu le temps de me préparer assez rapidement. C'est quand même utile. Et l'éosinophilie est un argument indirect qui va en faveur de l'éosinophilie. Oui, est-ce qu'on doit demander ça systématiquement? Ou bien est-ce qu'on a. Parce que n'importe quoi peut être ressemblé à la filariose au début. J'ai dit que on peut avoir des hôpitalés, on peut avoir de la fièvre, on peut avoir des céphalées. Le plus souvent, on pense à ça quand on a une éléphantiasis chronique. Comment c'est que cette pathologie est endémique en Haïti? Est-ce qu'on doit demander systématiquement à tout passer avec des hôpitalés? Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'on doit donner systématiquement le traitement antifilarien? C'est sûr que quand on a une dermatolymphangite, on va donner des antibiotiques. En général, quand on est vraiment rendu à la phase d'éléphantiasis très très important, il n'y a plus de filaire. Hein. C'est beaucoup plus les surinfections bactériennes qui est le processus qui continue. Donc, en principe, quand on est rendu à un gros éléphantiasis, on n'a plus besoin de donner le traitement antifilarien, mais ça va être le traitement antibiotique, la prévention des infections et les soins locaux. Par contre, si on a des personnes qui présentent 1 ou 2 ou 3 épisodes de lymphadénite, de lymphangite, et qui n'ont pas encore les grosses manifestations de l'éléphantiasis, je pense que si on n'est pas capable de faire la preuve diagnostique, on peut quand même donner un traitement antifilarien, soit avec la doxycycline, soit avec la diéthylcarbamazine. Je pense que ce ne serait pas de la mauvaise médecine, ni le patient qui a des infections au niveau de son scrotum et des inflammations à répétition. Donc, je pense que ça peut être utile de donner un traitement avec la doxycycline aussi, qui va traiter aussi éventuellement un chlamydia qui est là. Mais si vous voulez faire la preuve, donc il y a quelques instruments diagnostiques pour pouvoir le faire. Comme dernière question, vous avez dit que le traitement peut entraîner la réduction de la filariémie durant plusieurs années. Est-ce que ça signifie que la filariémie ne se fait pas? Dans le cas du traitement, il faut distinguer le traitement de la filaire adulte qui va nécessiter il y a juste 2 médicaments qui peuvent marcher, c'est la diéthylcarbamazine et la doxycycline. Les traitements à dose unique, dans le cas de la filariose lymphatique, vont réduire la microfilarémie de quelques mois et ça va permettre l'interruption de la transmission. Donc, à un moment donné, au bout de quelques années, donc en général après 5 ans, des fois 10 ans, on va voir vraiment une réduction de la prévalence de la maladie, mais ça ne va pas soigner l'épisode aigu. Ça, c'est vraiment un traitement pour réduire la transmission. Dans le cas de la Manzanella ozardi, c'est différent. La diéthylcarbamazine ne fonctionne pas, tandis que l'ivermectine, même en dose unique, va donner vraiment une réduction de plusieurs années de la microfilarémie. Et ça, la distinction entre les deux filaires. Et le traitement curatif versus le traitement pour interrompre la transmission. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Mais je pense que c'est bon de reconnaître l'infection, de traiter l'infection
les manifestations aiguës, donc le traitement aux antibiotiques, et par la suite traiter aussi la filaire adulte quand il n'y a pas encore un énorme éléphantiasis qui est installé. Ça va aider notre patient. Et je sais aussi que en Haïti, mais quand je vois mes patients à Montréal et que je leur parle de gros pieds et de maclouclou, tous se mettent à rire abondamment. Et parce qu'on dit que des fois c'est des manifestations du vaudou, et puis alors on rit bien ensemble, mais de plus en plus les gens savent maintenant que ces manifestations sont secondaires à la filariose lymphatique. Mais peut-être que sur le terrain, c'est différent. Comment ça se passe à ce niveau-là chez vous? Quand on travaille surtout avec la population infantile, on voit pas beaucoup de cas chez les enfants, mais chez les adultes, c'est vraiment, parfois les gens, c'est une interprétation, et puis c'est un zombie, ou bien c'est une médecine naturelle. Ouais. Non, c'est bien intéressant parce que c'est une maladie aussi où est-ce qu'il y a des manifestations qui est intégrée aux croyances traditionnelles, et c'est toujours ça rajoute un petit quelque chose à notre questionnaire qui est assez intéressant. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, je vous en prie. Il n'y a pas d'autres questions? Je me demande, est-ce que vous ne pourriez pas faire une façon pour nous sur la lèpre? Sur la lèpre. La lèpre, oui. Oui. C'est quoi la question sur la lèpre? Si vous voulez faire une présentation pour nous sur la lèpre, une présentation sur la lèpre. Avec plaisir, avec plaisir. Il y a normalement le 3 octobre, je vais faire une présentation. Alors, si vous le souhaitez, et qu'il y a une demande de votre part pour la lèpre, ça va me faire un plaisir